Bienvenue à d'atelier en atelier. Aujourd'hui, on rencontre un tailleur de pierre au physique de l'emploi, une designer qui confectionne des sacs à main victoriens, un ébéniste qui affectionne particulièrement le noyer noir et le bois récupéré, et un chasseur de trésors qui fabrique à même nos artefacts de singulières lampes et des couteaux inusités. Bruno Gérard s'est lui-même donné le titre de lampiste, lui qui fabrique de surprenantes lampes à partir de perles rares qu'il a dénichées dans les marchés aux puces et autres cours à scrap. Parties de moteur, abat-jour industriel et bras de télescope sont autant d'objets qui aboutissent dans son atelier de Saint-Sauveur. Chez moi, j'avais le droit à un petit tiroir où je pouvais mettre toutes les cochonneries que je pouvais ramasser. Là, je pouvais jouer des heures dans mon petit tiroir à fabriquer des choses qui n'avaient pas nécessairement de forme précise, mais ça m'amusait beaucoup. Et curieusement, 20 ans après, j'avais un grand tiroir. Puis je pouvais m'amuser vraiment beaucoup. Je suis un chasseur d'objets, et même il y a quelqu'un qui a dit de moi que j'étais un antiquaire des temps modernes. Pas un antiquaire, un archéologue des temps modernes. J'avais bien aimé ça. Là, je vais trouver le bon die. Je suis obligé d'avoir les deux, métrique et... Je fais des lampes en matériaux recyclés. Je fais aussi des couteaux, des objets, du mobilier même un peu. Oui, tout ce qui est recyclage. Si j'ai bien fait ça. Alors voilà, ça c'est encore une boîte au trésor. Alors des beaux morceaux d'ébène, comme ça. Je vais chercher les objets parce qu'ils sont pas chers, dans des rebuts, parce que c'est plus facile d'accès. Mais c'est par plaisir aussi, c'est comme aller à la chasse. Les cours à scrap, les antiquaires, les marchés aux puces, et même dehors dans la rue, je vais me servir aussi parce que les gens jettent énormément. Il y a des très belles pièces. Alors, oui, c'est un sport. Là, j'ai quelques belles pièces dont je me suis servi beaucoup parce que j'aime. Ça, c'est un disque dur d'ordinateur, un vieux évidemment. Je me servais de ça comme contrepoids pour des lampes qui sont suspendues au plafond. La bande dessinée, ça m'inspire vraiment beaucoup. Moins maintenant, mais Jules Verne, tout petit, là, ça m'avait vraiment impressionné. Si je cherche quelque chose, je ne trouve pas. Même dans un marché aux puces, il faut que je coupe le besoin, parce que j'ai quand même des besoins, une forme. Et là, si je reste avec un besoin, je ne vois pas le reste. Alors, il faut vraiment se mettre dans un état de découverte, de jeu, pour pouvoir trouver des choses intéressantes. Ça, j'aime bien. Je prends les matériaux comme je les trouve et je les transforme. Je prends plutôt la forme que la matière. Et je travaille avec des beaux objets comme ça. Là, quand je peux trouver ce genre d'objet-là, un peu scientifique, c'était des vieux théodolites. Les arpenteurs se servaient de ça, mais c'était toutes fabriquées vraiment très très bien. C'est du beau matériel de précision.
Et ça, quand je peux trouver ça, c'est pas long de faire une belle lampe avec ça. Ben, quand je dis c'est pas long, c'est pas difficile, parce que la matière est déjà belle, c'est déjà extraordinaire. Alors, ouais, c'est très plaisant. Là, je vais sûrement faire un manche de couteau avec ça, et puis ça, l'intégrer dans une lampe. Ouais. Des fois, je ne connais même pas l'histoire de l'objet, c'est très difficile. J'appelle ça la facture, je ne sais pas si ça se dit ici. C'est la façon dont ça a été conçu. On sait s'il y a eu une belle attention sur cet objet-là ou pas. Et ça, on le retrouve dans des pièces de moteur aussi bien que dans des œuvres d'art. C'est la même chose, c'est bien fait. Ça, je sais reconnaître ces objets-là et puis les mettre en forme. J'aime beaucoup les courbes. On en voit de moins en moins dans ce qui se fait en mobilier ou des choses comme ça. C'est par souci d'économie, hein. Uniquement, je me suis rendu compte de ça. La courbe est plus difficile et plus chère à faire. Donc, il n'y en a plus. Alors que dans le temps, ils s'investissaient beaucoup plus sur les courbes. J'utilise les mécanismes, ils sont très bien faits, mais souvent, je suis obligé d'en refaire. Alors, je fais mon filetage moi-même, je perce des trous, je fais des filets, je fais les écrous pour que tout ça se tienne ensemble, parce que je suis souvent obligé de mettre du bronze sur du verre sur de l'acier, et il faut que je trouve le moyen que tout ça tienne. La majeure partie de mon travail, c'est ça, faire que ça marche. Je fais des lampes, mais je fais aussi des couteaux. Et j'ai découvert ça il y a quelques années. J'avais trouvé une belle lime qui était très grande, très belle. Puis je me suis dit, ça ferait un beau couteau. J'ai fait ça comme je fais des lampes, avec des morceaux. Fait que c'est pas des choses qui ont des liens entre eux, mais j'aime beaucoup, c'est encore une sculpture qui sort de nulle part. On parlait de Jules Verne tout à l'heure. C'est un peu ça, c'est des objets qui n'ont pas d'histoire, là. J'aime bien que ça soit utilitaire. Déjà, parce que c'est le fun, que ça serve à quelque chose. Et puis en plus, c'est plus facile pour moi, je me protège derrière la fonction. Ça, je me suis rendu compte de ça. Une sculpture, c'est dur à défendre. Et j'ai très peur de la critique, alors qu'à travers un objet qui fonctionne, là, pas de problème. Mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Ça amuse beaucoup les gens, ce que je fais. Ouais, ouais. Et surtout les hommes, parce qu'ils reconnaissent les pièces d'ingénierie, les pièces de moteur. Ouais, ça les intéresse beaucoup. L'image que j'ai de moi, ça serait patenteux, artisan, artiste. Il y a bien des noms que je pourrais employer, mais il n'y en a pas un en particulier, parce que ce mois-ci, c'était les couteaux. Le mois prochain, ce que ça va être, je ne sais pas. Fait que c'est le jeu. La couturière et designer de Saint-Étienne-de-Lauzon, Nathalie Rousseau, a cherché longtemps le produit pour lequel elle pourrait dépenser son talent et ses énergies. C'est finalement après la découverte d'un fermoir finement ciselé qu'elle a créé Mademoiselle Rousseau, une série de sacs à main qui rappelle les bourses de nos grands-mères. Mon premier sac à main a été bien sûr offert à ma mère. C'est elle qui l'a testé. C'est elle qui l'a fait découvrir en premier, oui, je peux dire. C'est là que ça commence, hein? Tout commence avec nos proches. On a besoin d'eux pour nous vendre, pour faire voyager une première fois là, nos créations.
Alors, Mademoiselle Rousseau propose des sacs à main et des petites pochettes pratiques avec fermoir de métal. C'est ce qui caractérise le sac. Mademoiselle Rousseau existe depuis 3 ans. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve, d'un grand désir d'abord de créer. Moi, la passion est arrivée très tôt dans ma vie parce que c'est ma mère qui me l'a transmis tout simplement. Je comptais les boutons, j'allais piquer les épingles sur la petite tomate rouge là, classique que toutes les couturières de l'époque avaient. J'avais l'habitude de traîner autour d'elle dans la salle de couture, puis j'ai des souvenirs clairs de la voir travailler, puis je pense que je ressentais comme enfant là, à quel point elle avait du plaisir à faire ça. En me promenant à Plénard, en interrogeant tous les designers sur place, je me suis rendu compte que c'était ma place. Je me voyais à Plénard un jour, je me voyais faire les métiers d'art. Il s'agissait, je pense, de trouver maintenant le produit qui allait m'animer. J'ai eu aucun doute. Je me suis dit, c'est ce que je fais, on l'essaie, on y va, on fonce. Quand je l'ai découvert, ce fermoir-là, je l'ai trouvé totalement unique. Puis je l'ai trouvé aussi nostalgique. Ça m'a tout de suite rappelé tout plein de souvenirs de ma grand-mère, justement, comment, en tant que petite fille, ça m'amusait d'aller jouer avec son porte-monnaie. Puis ce côté-là, je me suis dit, probablement, j'étais pas la seule à peut-être vouloir remémorer des choses. Moi, ce qui m'inspire dans la création de mes sacs à main, le fermoir en soi m'inspire parce que c'est une belle époque. On pense aux années 40, 50, 60, mais il y a aussi beaucoup la période victorienne. Donc, c'est très romantique. Il y a beaucoup de détails à cette époque-là, autant dans l'architecture que dans les vêtements. Là, on a juste à penser toutes les robes de soie, les broderies, les dentelles. Donc, ce monde-là en soi m'inspire beaucoup. Puis, ce que je veux garder, c'est la forme qui inspire cette époque-là. Le choix de mes tissus aussi est important. Les fleurs, nécessairement, qui sont toujours présentes. Les petits pois aussi, qui est très représentatif des années 50. On dit dans l'histoire que c'est un motif qui est réconfortant. Donc, l'imprimé serait sorti après la guerre. Donc, les gens sont tombés là, dans une période où, bon, enfin, on pouvait recommencer à avoir du plaisir. Je pense que c'est comme dans nos gènes maintenant. Les gens adorent les petits pois. Fait que ça reste comme mes deux bases là, de tissus qui m'inspirent aussi, que j'ai toujours en main. Moi, j'ai choisi de faire une boutique en ligne avec la plateforme Etsy. Une belle plateforme qui est mondiale, donc c'est un avantage à certains niveaux. Donc, ça nous permet d'aller rejoindre les gens un petit peu partout à travers le globe. C'est un travail qui est important aussi, qui représente une grande quantité d'heures quand c'est le temps de s'en occuper aussi. Donc, ça part de la prise de photos, l'ajustement des couleurs. Ensuite de ça, on doit les mettre en ligne. Donc, on doit créer des textes qui sont descriptifs, qui vont bien représenter le produit. Et après ça, ben, c'est sûr que tout ça joue avec les réseaux sociaux. Donc, à travers les 3 dernières années, ça a été beaucoup la découverte des réseaux sociaux. En 3 ans, le produit a beaucoup évolué. J'ai amélioré certaines techniques aussi de confection. Il y a des tissus qui sont beaucoup plus résistants, qui sont devenus la base de mes sacs à main.
Le côté artisanal de mon travail me permet vraiment d'aller travailler avec les clients. Moi, je le fais pour ma clientèle. Je crée pour eux parce que je veux que ce qu'ils vont acheter de chez moi, de mon produit, va leur convenir, va leur plaire. D'avoir le contact direct avec eux, je pense que c'est à travers ce monde d'artisans-là qu'on peut le trouver. Là. On se dirige maintenant à Wendake, où l'ébéniste Alexandre Godbout marie le noyer noir, son essence favorite, à du bois récupéré à même notre patrimoine bâti. Il nous propose une collection aux formes arrondies et aux lignes épurées. Mon père avait du mobilier en mélamine blanc. Il y avait des tables à café, il y avait un meuble audio-vidéo. D'une pièce après l'autre, j'ai remplacé les meubles. C'est après avoir étudié les différents styles de meubles, en essayant différentes essences de bois, différentes formes, différents types de meubles, que j'ai réussi à avoir plus de confiance avec ce que je propose comme design. Je fabrique des meubles en bois, j'élabore des designs de mobilier en bois, mobilier de salon, mobilier de chambre à coucher, de salle à manger, des rangements intégrés, des bibliothèques, des choses comme ça. J'aime beaucoup l'architecture japonaise traditionnelle, c'est la simplicité, c'est les courbes, mais sans exagération, c'est pas ornementé, ça reste très épuré. Les éléments de design qui sont forts dans la petite collection que j'ai élaborée, ça fait un petit clin d'œil aux années 50, mobilier rétro, avec des formes arrondies, par exemple. L'idée derrière la collection, c'était d'élaborer des mobiliers de salon, des petites tables, un secrétaire bureau de travail. Je peux exprimer ma créativité sans nécessairement répondre à une commande. Je travaille les bois de chez nous, les essences indigènes, le cerisier, le noyer noir. Et aussi, c'était pouvoir jumeler des accents de bois récupérés avec le noyer noir, l'essence de bois qui est pas mal ma préférée. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. C'est une fibre qui est quand même assez tendre, même si c'est un bois dur. Donc, c'est agréable à travailler. C'est un bois qui n'est pas nerveux, c'est un bois qui réagit bien là, au façonnage. C'est un bois aussi qui est une palette de couleurs vraiment, vraiment large. On peut passer d'un gris pâle à un mauve, un noir beige. Puis avec le temps aussi, c'est un bois tous les bois vont oxyder, c'est-à-dire qu'ils vont réagir, ils vont changer de couleur avec la réaction aux rayons UV. Mais le noyer noir est vraiment intéressant parce qu'on peut l'avoir plus foncé, puis après quelques années, il devient plus pâle, plus beige. Puis je trouve que ça rend vraiment le mobilier plus vivant. Quand je travaille le bois récupéré, souvent, je dois d'abord et avant tout sélectionner les matériaux. Et c'est à partir de ce que je suis capable de cueillir là, que je vais élaborer les designs parce que les pièces ont beaucoup à offrir, que ce soit une pièce qui a été équarrie à la hache, par exemple, que ce soit des vieux assemblages, peut-être des usures, une usure par le temps, la patine de bois qui a été usée par le vent, peu importe. Il faut savoir se servir de ces marques-là pour élaborer les designs. Moi, ce que j'aime de travailler le bois récupéré, c'est que je sens que je participe à quelque chose qui est plus large que l'ébénisterie. Je travaille essentiellement avec des récupérateurs en bâtiments anciens pour m'approvisionner. Donc, c'est des composantes de bâtiments anciens québécois. Donc, c'est notre patrimoine, en quelque sorte. Ça donne beaucoup de profondeur à mon travail, ça, de savoir que je vais le revaloriser,
que je vais prendre une pièce de bois qui a été travaillée par quelqu'un qui a construit une maison il y a quelques générations, puis moi je vais le transformer en un nouvel objet utilitaire. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme processus de travail. Moi, pour ma collection de meubles, ce que j'ai choisi de faire, c'était de dessiner puis d'élaborer des meubles indépendamment du bois que j'allais utiliser. C'est pour ça que les accents de bois récupérés qui y figurent, c'est des tiroirs, des plateaux, qui sont, si on veut, sont pas structurels, parce que le bois récupéré, souvent, c'est des bois mous. Donc, on a besoin d'avoir des plus grosses composantes pour que ça soit aussi... pour qu'on puisse y façonner l'assemblage de la même façon. Le bois me parle un petit peu, là, je dis ça en toute modestie, là, mais c'est d'une planche à l'autre, il y a quelque chose qui se révèle à nous. C'est vraiment, je me dis, ce qui me met en action, ce qui m'a amené à l'ébénisterie. Si son métier est vieux comme le monde, le tailleur de pierre Adrien Bobin apprécie grandement les outils d'aujourd'hui qui lui facilitent le travail. À partir de blocs de calcaire, il taille des lavabos, des fontaines et autres œuvres à l'île d'Orléans, où il a élu domicile il y a 4 ans. J'ai su que je voulais travailler de la matière. Je voulais faire des choses concrètes. Je voulais travailler puis voir un résultat de mon travail. Au début, j'étais tenté par le bois et je me suis aperçu que dans la shop de bois, il y avait quasiment plus de travail manuel. C'est quasiment juste des machines. Alors que dans l'atelier de pierre, il y a des machines, mais c'est des machines qui sont opérées par des hommes. Donc, le savoir-faire est plus présent, il y avait plus une relation avec la matière plus directe. J'avais plus d'affinité avec la pierre qu'avec le bois. Je suis tailleur de pierre, c'est-à-dire que je transforme la matière qui est extraite en carrière pour la rendre utile pour des bâtiments, de l'architecture ou de la décoration intérieure. Des dernières années, le travail de la pierre s'est grandement accéléré grâce aux outils pneumatiques notamment, aux outils électriques. Avant, un tailleur de pierre, le temps qu'il tape 3 fois avec sa masse sur son ciseau, aujourd'hui, le marteau pneumatique en tape 60. Donc c'est beaucoup plus rapide pour arriver à quelque chose de final. Quand je reçois un bloc, déjà je vérifie s'il est sain, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de défaut, pour ne pas avoir de mauvaises surprises après l'avoir commencé. J'ai souvent un plan où je me prépare des gabarits pour travailler. Je viens tracer le projet sur la pierre, je viens faire tout mon tracé, puis après je travaille la pierre. Je travaille beaucoup avec la pierre calcaire, parce que c'est une pierre qu'on trouve ici en quantité, qui est locale, donc il y a un aspect aussi écologique là-dedans. En restauration, c'est beaucoup cette pierre-là qu'on utilise parce que c'est cette pierre-là qui était utilisée autrefois. Mais même dans le neuf, on l'utilise beaucoup parce qu'elle est plus facile à travailler que des granites, par exemple. Mais ça arrive aussi que je travaille du granit s'il y a besoin, par exemple, que ce soit pour du funéraire ou d'autres projets, même en construction. Ça arrive que je travaille le granit aussi. Le calcaire que j'utilise beaucoup ici dans la région de Québec, c'est le calcaire qui est extrait à Saint-Marc-des-Carrières. C'est un calcaire dur qu'on trouve beaucoup ici parce qu'il est à peu près le seul qui soit assez homogène pour pouvoir envisager de tailler des gros blocs dedans. Donc quand on a des besoins dans l'architecture beaucoup de gros morceaux, on est capable de les avoir.
Présentement, 80% de ce que je fais, c'est pour la restauration du patrimoine à Québec, à Montréal, ailleurs aussi. À Québec, comme à Montréal, au niveau de la restauration, c'est à peu près les mêmes choses. C'est des bâtiments institutionnels, ce sont des églises, ce sont des vieilles maisons aussi, comme ici où je suis à l'île d'Orléans. Il y a beaucoup de pierres, de maçonnerie pierre qui ont été faits, qui sont à entretenir, à restaurer. Une pierre, il faut bien se dire que c'est plusieurs étapes. C'est plusieurs volumes de matière qu'on enlève. Donc forcément, quand je reprends des mesures de vieilles pierres, je retrouve les volumes que le tailleur de pierre d'il y a 200 ans par lesquels lui était passé. En fait, j'arrive à lire comment le tailleur de pierre a taillé ces pierres-là dans le temps. Ça, c'est le fun aussi. Il y a une rigueur qui est indispensable dans ce métier-là. Surtout dans l'architecture, c'est qu'on vient faire des pierres qui sont raccordées entre d'autres pierres. On ne peut pas se permettre d'avoir des différences, de se dire « Ah ben là, on n'est pas à un demi-pouce près » ou ça ne marche pas, parce que sinon, quand les maçons prennent les pierres pour les poser dans le mur, je veux dire, il y a des gros problèmes, puis après, on est obligé de retourner sur le chantier pour rectifier ça. Quand on sort du DEP, on se dit « Ah bon, bah, c'est bon, on est tailleur de pierre, on est un vrai, on va pouvoir aller sur le chantier, travailler. » Puis quand on arrive en face de personnes qui ont beaucoup d'expérience, on se rend compte qu'on n'est rien. Et c'est là que quelqu'un m'a dit « Tu pourras dire que tu es tailleur de pierre seulement au bout de 10 ans de métier. » Le métier est très vaste, donc on a forcément beaucoup de choses à apprendre. Et on ne peut pas apprendre ça en quelques mois, quelques années. J'espère que ces visites d'atelier vous ont plu et pour en connaître davantage sur les artisans de votre région, n'hésitez pas à consulter le site du Conseil des métiers d'art du Québec.